Certains font de la radio pour meubler le silence. Eux, ils viennent le briser. Karima Brick et Rémi Villemure. Notre prochain invité, c'est Vincent Geloso, qui est auteur et économiste senior à l'IEDM. J'aime beaucoup Vincent parce que il y a des fois, on entend parler d'idées. Ça vient, ça peut venir de la gauche, ça peut venir de la droite sur le plan économique. Puis derrière ces idées-là, il y a quelque chose qui ressemble au bien. On se dit, par exemple, les épiceries publiques. On se dit, qui peut être contre les épiceries publiques? On n'a fait que parler du prix des aliments, du prix du panier d'épicerie. Là, il y aurait une alternative à ça. Vincent Geloso, lui, c'est un économiste. Donc, il dit le bien puis le mal, ça appartient à un autre univers de pensée. Je vais analyser d'un point de vue économique si ça a de l'allure. Bienvenue, Vincent Geloso. Bonjour. Épicerie publique, tu vas pas t'opposer à ça quand même? Absolument. Tout simplement parce que ça fait pas partie de ce que tu pourrais dire qui est les fonctions naturelles de l'État. L'État, quand on veut un État, c'est des choses que le marché ne peut pas produire. Donc, la défense nationale, la police, le contrôle des inondations, certaines choses comme ça. Les épiceries, je veux pas être plate, mais je suis pas mal sûr qu'il y en a des épiceries privées et qu'elles sont capables de générer des marges de profit qui sont celles qui viennent avec une concurrence très ouverte. Et on le voit, en fait, depuis 200 ans. En fait, l'émergence des épiceries, c'était pour régler des problèmes très complexes de chaîne d'approvisionnement, de gestion d'inventaire. Et ce qu'on a vu grâce aux épiceries comme mécanisme privé, c'était que ça a créé une abondance, des prix plus bas pour les aliments, une diversité de produits. Alors, je vois pas comment est-ce que l'État, qui n'a pas puis ça, c'est la partie qui est importante, c'est que l'État n'ayant pas de fonction profit en soi, il peut pas découvrir les bonnes manières, les bons inventaires à tenir, la bonne diversité de produits à collecter. Donc, je pense pas que l'État a une capacité à faire ça, en plus de c'est pas dans ses fonctions naturelles. C'est quoi une épicerie publique? On aurait peut-être dû commencer comme ça. C'est-tu une épicerie où tu peux rentrer puis tout est gratuit? Là? On me dit que c'est pas exactement ça. Non, en fait, une épicerie publique, l'idée qui est proposée, c'est qu'il existerait un site d'achat qui serait comme un IGA, mais le IGA serait détenu par l'État québécois qui, lui, imposerait des prix plus bas que des épiceries privées ou même des prix subventionnés. Le problème, c'est qu'on a des expériences avec ça à l'étranger qui ont été des flops. Donc, par exemple, au Kansas, il y a eu une expérience de ce type-là et ça finit en un désastre fiscal pour le gouvernement municipal, parce que c'est un gouvernement municipal qui avait essayé de faire ça. On a des photos qui peuvent être vues, écrivez épicerie publique Kansas. Vous allez trouver des photos des épiceries. 90% des étagères étaient 100% vides. Les produits qui étaient là, c'était tous des produits qui étaient des produits non périssables, donc des choses qui pouvaient garder longtemps en inventaire, mais que les gens voulaient même pas acheter. Donc, ça a été des flops. Et on a aussi un flop québécois que les gens ne connaissent pas. Mais dans les années 80, il y avait les épiceries Steinberg, qui étaient de Montréal, que l'État québécois avait essayé d'acheter et en partenariat et avec des subventions en plus à une firme privée dont maintenant, qui était une compagnie de logistique maritime, j'oublie exactement son nom maintenant parce que l'histoire des fois a des détails qui nous échappent, mais ça avait été un flop monumental et ça avait échoué. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas capables de faire concurrence avec les épiceries privées qui offraient des prix plus bas en dépit du fait que les épiceries privées n'étaient pas subventionnées. Donc, on a même un flop québécois qu'on a pour nous dire c'est pas une bonne idée. Mais, oui, vas-y, Oli. Oui, mais le flop, pourquoi? C'est-tu la mauvaise gestion du gouvernement? C'est quoi exactement qui justifie le fait que les étagères étaient vides, par exemple? Il faut comprendre c'est quoi les incitations d'une firme. C'est pas que les gens sont de mauvaise foi ou que les bureaucrates sont incompétents, c'est que c'est les incitations. Un bureaucrate c'est quoi son profit? Lui, il n'y a pas de profit qui est fait avec de tenir le bon inventaire. Il n'y a pas de profit qui fait à garder les consommateurs joyeux. En fait, son budget dépend entièrement d'une décision politique. Alors qu'un gérant, un propriétaire d'épicerie privée, eux,
ils ont une boucle d'informations qui leur revient, qui leur donne des incitations à corriger sur des mauvaises décisions. Donc, c'est pour ça que la critique, il y a des gens qui pensent que la critique qui est faite ici, c'est de dire que l'État est incompétent. Non, c'est que l'État a des incitations qui viennent avec le fait qu'on est dans l'État et naturellement, il y a certaines choses que l'État ne peut pas être capable de faire. Et donc, c'est pour ça qu'il faut le limiter aux choses qu'il est capable de faire et qu'il devrait faire, les épiceries ne faisant pas cette liste-là. Mais jusqu'à quel point, Vincent Geloso, les gens qui ont cette idée-là, par exemple, de lancer des épiceries publiques, jusqu'à quel point ils font pas confiance à la grande entreprise, au marché puis au capitalisme pour, en retour, ou enfin, à la place de dire on devrait le permettre à des nouvelles entreprises de s'installer, à la place de dire ça, ils se retournent vers un État qui, depuis des années, lorsqu'il s'est dit intéressé à occuper des fonctions différentes puis à prendre en charge des projets dont il n'était pas expert, il s'est à chaque fois ou presque planté. Jusqu'à quel point on a comme un amour qui vient, un a priori pour l'État? En fait, non seulement je pense qu'on a un drôle d'a priori pour l'État, mais je pense qu'ici, ceux qui demandent le pompier des épiceries publiques devraient se rappeler que c'est la même personne à qui on essaie de donner la fonction de pompier qui est le pyromane. L'État au Québec, on oublie qu'il impose une multiplicité de réglementations notamment sur certains aliments via le zonage agricole, via la gestion de l'offre, donc qui augmente définitivement les coûts pour les consommateurs d'une part, mais aussi il crée un paquet de réglementations sur qui peut offrir des services d'épicerie. Donc, par exemple, si vous voulez avoir une microbrasserie, vous pouvez pas vendre certains aliments dans votre microbrasserie. Si vous êtes un saucissier, vous pouvez pas vendre certains autres types d'aliments, vous devez acquérir des nouveaux permis. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez une restriction de la concurrence où des commerces spécialisés peuvent pas offrir différents services qui pourraient faire concurrence aux épiceries. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des balises sur l'espace dans lequel la concurrence pourrait exister. Et après ça, on dit, après qu'on ait limité cet espace de concurrence, c'est la faute du marché. Mais non. En réalité, l'État fait plusieurs choses, toutes individuellement petites, mais collectivement très importantes, qui réduisent la concurrence. Et je dis ça, il y a un paquet de choses que l'État fait. Ce qui est impressionnant, c'est que le marché fonctionne très bien en dépit de ça. Quand vous regardez les données statistiques Canada sur les marges de profit du secteur privé dans les épiceries, ça fluctue entre 1,5 et 3 %. Ce qui est très, très bas comme marge de profit. Puis généralement, des marges de profit comme ça veut dire que c'est un secteur dans lequel l'entrée est facile, la concurrence est facile. Et ça, c'est en dépit de plein de choses que l'État fait pour la réduire, la concurrence. Question d'Yvan de Montréal. Quand on parle d'épicerie publique, on le sait déjà, il n'y a pas beaucoup de taxes, c'est-à-dire il n'y en a pas sur certains produits. Est-ce qu'il y en aurait dans le cas qu'une épicerie devienne gouvernementale? Est-ce qu'il y aurait zéro taxe, un peu comme à la SAC ou la SAQ, pardon, ou alors d'autres, la SQDC, entre autres aussi, là? Écoutez, je prendrai pas la SAQ comme exemple parce que des membres de ma famille sont des distilleurs, donc il y a un conflit d'intérêts qui émerge. Donc pas trop. Merci Vincent, merci de ta franchise, de ta transparence. J'essaye. Malgré qu'il y a des gens avec des chapeaux d'aluminium qui vont s'imaginer des choses malgré tout. Le point ici, c'est que c'est pas vrai que la SAQ ou n'importe quel monopole d'État ou société d'État ne fait pas de profit parce qu'il ne met pas une taxe. En fait, s'il agit comme monopole, il va surcharger, donc la taxe, c'est la rente du monopole. Ou s'il ne s'impose pas des taxes et qu'il subventionne le produit, c'est d'autres taxes qui vont financer la différence. Donc ça veut dire que vous allez payer via la TVQ, via l'impôt sur le revenu ou via plus tard un déficit qui est plus important, ce qui veut dire des augmentations futures de tout type d'impôts en période T+1, par exemple. Toi, tu veux t'attaquer également à un autre rapidement, là, Vincent, on va avoir un peu moins de temps, mais la taxation des fortunes, ça aussi, on entend ça. Faudrait taxer les grosses fortunes, puis on se dit, ben oui, il n'y a pas de raison d'être contre. Moralement, je veux dire, c'est bien de faire ça. T'es pas d'accord avec ça? Non, puis ceux qui le disent, puis il y a plusieurs arguments qui pourraient être donnés, ceux sur la croissance économique. Donc, en fait, les taxes sur la fortune, généralement, ralentissent la croissance économique. Ils ne réduisent pas les inégalités. Mais en fait, ces arguments-là, je sais qu'ils convainquent pas les gens parce que tu vas avoir encore
des gens avec des chapeaux d'aluminium qui vont dire « je chaufferais des riches ». Ce que je peux dire, par contre, c'est quand on mais là, regarde... attends une minute, là, il y a des gens qui sont pour puis qui n'ont pas de chapeau d'aluminium. Je sais, il y en a qui vont jamais vouloir être convaincus. Il y en a qui sont pas convaincus par ces faits-là, même si je peux sortir une tonne d'études dans des journaux académiques. Par contre, il y a un argument qui est rarement considéré, et lui, je pense qu'il est plus convaincant, c'est que ceux qui payent les impôts sur la fortune et sur les revenus élevés, ce ne sont pas les gens les plus riches. La simple et bonne raison, c'est que généralement, les fortunes et les gens à haut revenu, c'est des gens qui sont très mobiles. Et comme ils sont très mobiles, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont essayer de dire à leurs employeurs ou ils vont dire « offre-moi un salaire plus élevé brut pour compenser le net ». Et ce qui va se passer, c'est que l'entrepreneur, l'employeur va réduire les salaires plus bas dans l'échelle des revenus sur les travailleurs qui sont moins mobiles. Donc, un des effets pervers de ces taxes-là, quand on regarde ce qu'on appelle la compression des salaires, ce qu'on voit, ce qui se passe, c'est que les gens qui se retrouvent à payer les frais économiques de la taxe sur la fortune ou sur les revenus, c'est les gens qui sont moins mobiles et c'est généralement les gens au bas de l'échelle des revenus. Alors, le coût est porté par eux. Donc, pratico-pratique, c'est une taxe qui est fondamentale. Étrangement, malgré qu'elle est conçue spirituellement pour être progressive, elle est en fait très souvent régressive à cause de ce que je viens de décrire. Mais tu es d'accord, Vincent Geloso, que l'argument voulant que, parce que moi je l'entends aussi cet argument-là, on peut pas, ça sert à rien de faire ça parce que les grosses fortunes vont s'en aller. Ça, tu es d'accord que le chantage, par contre, c'est pas une bonne façon de baisser les bras, là? Non, en fait, moi, je pense que c'est une excellente chose de dire qu'on s'en va parce que la mobilité fiscale, le fait que les gens peuvent quitter un district pour un autre, c'est aussi c'est une forme d'imputabilité gouvernementale. On le permet, puis on n'est personne qui est offusqué quand quelqu'un veut quitter Montréal pour Québec ou Longueuil pour Montréal ou Saint-Lambert. Je sais pas pourquoi quelqu'un quitterait Saint-Lambert pour Montréal, mais disons qu'il quittait Saint-Lambert pour Montréal. Pas du tout de préférence ici, mais la personne ici est en train de faire concurrence via de la taxation et en ce faisant, elle impose une discipline sur les gouvernements. Donc, c'est une bonne chose, en fait, que les gens disent qu'ils vont quitter si les taxes sont trop élevées. Ça force les gouvernements à se poser la question, est-ce que, pour ce qu'on taxe, est-ce qu'on a vraiment un bon panier de services? Est-ce qu'on peut avoir un panier de services moins coûteux? Ceux qui dénigrent cet argument-là vont se retrouver ultimement avec des gouvernements qui sont plus lourds et qui produisent des services de moindre qualité pour chaque dollar d'imposition. Bon, ben Vincent Geloso, il rentre dans les mythes avec sa grosse hache, puis pas de chapeau d'aluminium pour lui. Merci d'être venu nous parler aujourd'hui. Mais j'ai besoin d'un chapeau, j'ai pas de cheveux. On va t'en donner un, on va t'en fabriquer un. Merci.